Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1 dans les titres de l'actualité. Le chef de l'État a reçu mercredi à Abidjan les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ces diplomates du Tchad, de Tunisie, du Pakistan et du Congo ont été chaleureusement félicités pour leur nomination. Le président Alassane Ouattara les a assurés de l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans l'accomplissement de leur mission dans notre pays. Le président de la commission de l'UEMOA était du passage à Abidjan. Au Premier ministre Robert Beugri-Mambe Abdoulaye Diop n'a pas caché la satisfaction de son institution quant aux performances de la Côte d'Ivoire. Notre pays affiche en effet un taux d'exécution de 86% des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union. Et puis l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e débutera le samedi 13 juillet 2024 et prendra fin le samedi 27 juillet. L'information a été donnée par le directeur par intérim de l'orientation et des bourses. C'était lors d'un point presse à Abidjan. Merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier mercredi au palais de la présidence de la République les lettres de créance des ambassadeurs Souariba Gonfli du Tchad, Ziad Saadawi de Tunisie, Mahmoud Akhtar Mahmoud du Pakistan et Gaston Gakoso du Congo. Le chef de l'État les a chaleureusement félicités pour leur nomination. Alassane Ouattara les a assurés de l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans l'accomplissement de leur mission dans notre pays. Le compte rendu d'Alexis Ouedraogo. Ils sont 4 nouveaux ambassadeurs à avoir présenté ce mercredi au palais présidentiel leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Dans leurs différentes déclarations, les ambassadeurs s'engagent à œuvrer au raffermissement et à la consolidation des relations excellentes qui existent déjà entre leur pays et la Côte d'Ivoire. La coopération entre le Tchad et la Côte d'Ivoire date depuis longtemps. Et cette coopération n'a pas vu l'horizon du temps. C'est resté intact. Et les Tchadiens qui vivent chez vous ici, presque 1 millier, peuvent témoigner de cette bonne coopération. Et cette coopération est appelée à se développer. Je suis là pour ça. Nous venons de rouvrir l'ambassade. Je suis là pour donner un élan nouveau à cette coopération. Et nous allons agir ensemble dans le domaine économique. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive en Afrique de l'Ouest. Vous êtes bien cotés en économie et nous allons coopérer dans ce sens-là. Je compte beaucoup sur le président Ouattara qui a une grande audience en Afrique et dans le monde. Nous comptons beaucoup sur lui. Plus de 160 entreprises tunisiennes sont implantées en Côte d'Ivoire. Les deux pays partagent des relations économiques et commerciales dynamiques que Sid Zaoudoui, nouvel ambassadeur, veut raffermir. La Côte d'Ivoire pour la Tunisie, c'est le premier partenaire commercial dans la région. La Côte d'Ivoire est la première destination des investissements tunisiens ici. Donc les chiffres sont là. Nous allons juste concentrer nos efforts pour raffermir davantage et surtout rapprocher davantage entre les opérateurs privés des deux pays. Les relations politiques se comportent merveilleusement. Nous avons des mécanismes de concertation et de dialogue permanents qui fonctionnent très bien et qui font que nos deux pays se rapprochent davantage d'un jour à l'autre. Donc nos efforts vont surtout à renforcer la coopération économique, à trouver de nouveaux créneaux pour diversifier les domaines de coopération. Pour le diplomate pakistanais Mahmoud Akhtar Mahmoud, l'objectif est d'améliorer la collaboration dans les domaines de l'agriculture, des banques et des entreprises financières. Autre point clé, celui de la formation. Je compte renforcer la coopération économique, promouvoir encore les échanges entre le secteur privé et le secteur public et surtout mettre en avant les points clés au programme national de développement de la Côte d'Ivoire qui sont l'agriculture, la médecine, le textile. Nous comptons échanger aussi dans plusieurs domaines, et surtout que dans le mois d'août à venir, il y aura une exposition qui justement sera une plateforme où les investisseurs privés pourront se retrouver. Il y aura ainsi à cette occasion des hommes d'affaires, des commerciaux pour justement
favoriser la coopération qui nous est si chère. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, à cette occasion, justement, il y aura l'opportunité qui sera offerte afin de renforcer surtout le mécanisme d'attribution des bourses aux étudiants de Côte d'Ivoire. Le Pakistan accueille beaucoup d'étudiants. En visite d'État du 12 au 15 juin 2023 en Côte d'Ivoire, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avait salué la signature de 13 accords de coopération avec la Côte d'Ivoire portant entre autres sur la diplomatie, l'agriculture, la sécurité, le transport maritime, l'hydrocarbure ou encore l'élevage. Pour Gaston Gakoso, nouvel ambassadeur de la République du Congo, il s'agit maintenant de traduire ces accords en action. Ma mission ici, à Abidjan, comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est de commencer à mettre en œuvre tous ces accords qui ont été signés sur le plan économique. Les politiques ont travaillé, maintenant c'est aux hommes d'affaires de travailler. Au terme de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, les nouveaux ambassadeurs ont reçu les honneurs militaires exécutés par des éléments de la garde républicaine. Le Premier ministre a présidé, quant à lui, hier mercredi, la 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace UEMOA. La rencontre fait suite à la session extraordinaire de l'Union qui s'est tenue le 8 juillet 2023 à Bissau. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a annoncé des résultats satisfaisants quant à la mise en œuvre des dites réformes au niveau de la Côte d'Ivoire. Reportage. La revue annuelle des réformes portée par l'UEMOA dresse son bilan. La restitution des travaux de l'année 2023 a été présidée ce mercredi par le chef du gouvernement. Le président de la commission de l'UEMOA s'est félicité des progrès accomplis par la Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons suivi l'actualité. On a vu, les évaluations qui ont été faites, les notations qui ont été faites, les appréciations en matière de gestion de la dette publique. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit inspirer l'ensemble des États de notre Union pour qu'on ait, une union économique, un espace qui continue à être viable, qui continue à être crédible, aussi bien vis-à-vis de nos populations que vis-à-vis du reste du monde. En plus d'être le leader économique de notre Union, la Côte d'Ivoire aussi se positionne comme leader aussi parmi les leaders dans le domaine de la transposition des textes communautaires. La revue 2023 a évalué plus d'une centaine de textes. Elle a également porté sur des programmes et projets communautaires en exécution dans notre pays. Cette revue, elle porte sur un certain nombre de composantes, principalement au nombre de 3. Une composante gouvernance économique et convergence, une deuxième composante qui porte sur le marché commun, et une troisième composante qui porte sur les réformes sectorielles. L'évaluation que nous avons eu à faire a permis de noter un taux d'exécution par la Côte d'Ivoire, un taux de 86%. Et ce qui est remarquable dans cette performance de la Côte d'Ivoire, sur ces 3 composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Dans chacune des composantes, la Côte d'Ivoire est à plus de 80%. Donc, ce qui signifie, un mouvement d'ensemble, une homogénéité dans la performance. Donc, je pense que c'est ce que nous recherchons dans tous les États de l'Union. La revue politique qui a eu lieu ce jour a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée du 6 au 8 novembre 2023. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. On parle maintenant d'éducation avec les dates de démarrage des opérations d'orientation et d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde. Les dates qui sont connues depuis hier mercredi 3 juillet. Elles ont été dévoilées par le directeur par intérim de l'orientation et des bourses. Les détails avec Sephora Zeki. Ce samedi 13 juillet, les parents pourront procéder eux-mêmes à l'affectation ou à l'orientation de leurs enfants admis en classe de 6e à partir du téléphone portable dès 23h59. Cette opération concerne tous les élèves admis au CEPE et ayant obtenu au moins 85 sur 170 points, soit 10 sur 20 de moyenne. La première phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré
compris entre 153 et 170 points. Cette phase part du samedi 13 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h50. La deuxième phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 136 et 170 points. Cette phase part du dimanche 14 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. Les élèves admis en classe de seconde pourront, quant à eux, procéder à leur affectation ou orientation dès le 21 juillet sur le coup de 23h59. La première tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 14 et 20 de moyenne. Cette tranche part du dimanche 21 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. La deuxième tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 12 et 20 de moyenne. Cette tranche part du lundi 22 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile présents en Côte d'Ivoire en envoyant DOB par SMS au 99 91 et suivre les instructions. Pour les conditions d'accès aux établissements d'excellence, se référer à la plateforme www.education.gouv.ci ou www.mendob-ci.org. Mettre en place une politique nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle efficace et prenant en compte les attentes et suggestions de tous les acteurs. C'est l'objectif du ministère de l'Éducation nationale qui a initié l'élaboration d'un document cadre. Un atelier de prévalidation a réuni les responsables des 10 ministères concernés et les promoteurs des centres d'alphabétisation. On revient sur les recommandations de la rencontre avec Serge Coléa. 47%, c'est le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de l'UNESCO, le gouvernement multiplie les actions pour réduire la tendance à un minimum de 30%. Au nombre des initiatives figure en bonne place la politique nationale d'alphabétisation et d'éducation formelle, un document dont la prévalidation fait l'objet de réflexions. Désormais, notre pays dispose d'un document cadre. C'est un guide. C'est un document de référence qui donne la vision du gouvernement et qui donne aux acteurs d'alphabétisation le champ en délimitant les zones d'intervention pour plus d'efficacité dans l'action. Il va falloir passer à la deuxième phase, qui est une phase technique d'écriture des programmes. Et c'est là que l'École normale supérieure va jouer tout son rôle. L'ENS va apporter toute son expertise en matière d'éducation, en matière de formation, en matière d'écriture des programmes, surtout pour que ces programmes soient de qualité et que l'alphabétisation ne soit pas vue sur une dimension traditionnelle, mais sur une dimension, je dirais, moderne, formelle, pour accompagner le système éducatif qui est déjà en place. Le document a été soumis à l'analyse des ministères impliqués dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle, les agences et instituts d'appui technique et les acteurs du secteur privé. 5 jours durant, les participants ont passé en revue les grands axes de la politique nationale d'alphabétisation et d'éducation formelle. On parle maintenant de santé. Le plan de communication et le plan stratégique de la santé communautaire 2022-2025 ont été divulgués à la presse et aux partenaires techniques et financiers. En ligne de mire, 18 objectifs de communication répartis dans 74 activités pour un coût global d'1,3 milliard de francs CFA. On retrouve les explications de Didier Nguessan. La santé communautaire contribue à créer le pont
entre les politiques publiques de santé et les citoyens membres d'une collectivité en vue d'atteindre les objectifs de santé au dernier kilomètre. La direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé présente son plan de communication et son plan stratégique national 2022-2025. Le plan de communication a été conçu pour renforcer les interventions communautaires en matière de santé, améliorer la santé de tous les citoyens ivoiriens. Il vise à mettre en œuvre les axes stratégiques définis par le gouvernement en renforçant le cadre institutionnel et organisationnel de la santé communautaire. La mise en œuvre des deux plans sur les années 2024 et 2025 est estimée à 1,3 milliard de francs CFA financés en partie par les partenaires, notamment Result for Development. Le ministère de la Santé attache du prix à la communication sanitaire. La communication, nous le savons tous, joue un rôle crucial dans la réussite de ces plans. En effet, il est primordial de sensibiliser, d'informer et de mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté pour qu'ils s'approprient les enjeux de la santé communautaire et contribuent activement et efficacement à sa promotion. La direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé assure la planification, la coordination de la mise en œuvre, le suivi et évaluation des interventions communautaires. On parle maintenant de la sécurité routière, lutte contre les accidents, de la circulation. Le ministre des Transports, sinon le ministère des Transports poursuit la campagne de sensibilisation des usagers de la route. À San Pedro, la semaine de la sécurité routière a été lancée à la gare routière, sinon à la plateforme du Haut Conseil des Transports pour le mois de juillet 2024. Les précisions et la correspondance de Sam Kouna. Malgré la campagne de sensibilisation du ministère des Transports, le nombre d'accidents de la circulation ne faiblit pas à San Pedro. Le point de 1er janvier à juin 2024, nous avons enregistré au total 498 cas d'accidents de circulation, 618 blessés évacués et 5 décédés. Les plus impliqués qui nécessitent beaucoup de morts, c'est les engins à deux. Pour les causes évoquées, vous avez le défaut de maîtrise, la conduite en état d'ébriété qu'on a relevé et le non-respect du feu tricolore. Nous affectons également ceci à la pluviométrie que nous avons constatée. Le thème de la semaine de la sécurité routière pour le mois de juillet conduit par temps de pluie les précautions à prendre. Les précautions, il s'agit de vérifier son essuie-glace, le déembuyage, les pneus ne doivent pas être lisses, doivent respecter certaines normes, l'éclairage, l'anticipation dans la conduite. Parce que si le conducteur respecte toutes ces données-là, on va vraiment sauver beaucoup de vies. Nous sommes les premiers utilisateurs de la route. Donc vraiment, on doit faire de sorte qu'il doit y avoir moins d'accidents. La semaine de la sécurité routière, initiée par le ministère des Transports, est à sa 18e édition. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour la reconquête de la cohésion nationale dans la région de Gbeke. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a organisé récemment un atelier chefs traditionnels, guides religieux ont pris part aux échanges. Objectif, promouvoir le règlement pacifique des conflits communautaires tout en intégrant les droits humains et la dimension genre. William Skakou sur au Corona pour le commentaire. La consolidation de la paix et la cohésion sociale à travers le règlement pacifique des conflits communautaires au centre d'un atelier. Cet événement a réuni des chefs traditionnels, des guides religieux et des femmes de la région de Gbeke. Organisé par le ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Cet atelier a pour objectif de collecter des informations et de renforcer les capacités en matière de prévention et de règlement des conflits communautaires tout en intégrant des dimensions de droits humains et du genre. Il est essentiellement question au cours de cette formation d'un échange entre les formateurs et les participants et surtout de permettre aux participants d'enrichir un peu le recueil qu'on a actuellement en matière de prévention des genres de conflits, notamment sur le mécanisme endogène. Cette rencontre est inscrite dans le cadre d'un projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation visant à former les populations à la prévention des conflits. Nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que les populations de Côte d'Ivoire
vivre dans la paix, dans la tranquillité. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. À travers ces assises, le ministère de la Cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté cherche à promouvoir la paix et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'idée, c'est justement d'appeler les uns et les autres à davantage de cohésion en implémentant toutes les actions qui ont été menées ailleurs et qui ont eu des résultats probants en termes de paix, en termes de stabilité. À cette occasion, le secrétaire général, représentant le préfet de région, invite toutes les parties prenantes à s'impliquer activement dans la prévention et le règlement des conflits. Après les régions des Grands Ponts et de Gbeke, les populations des régions du Gor, du Kavalu et du Boukani seront également sensibilisées sur cette thématique. Et à quelques kilomètres de Boaké et à Katiola, les populations des régions de Gbeke et du Hambol ont participé à une rencontre d'échange sur les ressources animales et halieutiques de leur zone. C'était au cours de la 5e édition des Jeudis du district, une rencontre mensuelle qui a permis de faire l'état des lieux des secteurs de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture et de l'aquaculture. Le reportage de Boubacar Silla dans un commentaire de Charles Tatou. Salle de réunion de la préfecture de Katiola. Les responsables des différentes couches sociales issues des régions de Gbeke et du Hambol y ont répondu massivement à l'appel du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e édition des Jeudis du district, une lucane mensuelle d'échanges qui vise à valoriser le suivi des actions de l'État puis la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement socio-économique. La 5e édition s'intéressait aux activités des responsables des directions régionales des ressources animales et halieutiques du Hambol et de Gbeke. C'est un domaine qui est moins bien connu qu'on ne le souhaiterait et que à ce niveau, nous avons eu d'excellentes présentations qui nous ouvre des perspectives en matière de création de richesses et de création d'emplois. La directrice régionale des ressources animales et halieutiques du Hambol présente le potentiel significatif en bovins, ovins, caprins et poissons. Béda Estelle propose au ministre-gouverneur de doter leurs 2 directions régionales en matériel roulant et de réhabiliter les barrages pastoraux. On a l'avantage d'avoir beaucoup d'atouts au niveau des infrastructures, que ce soit des infrastructures de production, que des infrastructures de transformation, de commercialisation. Ces infrastructures-là demandent à être réhabilitées. Un exercice encouragé par les populations. L'initiative va permettre à nos jeunes entrepreneurs de pouvoir vraiment faire certains projets en ce qui concerne l'élevage. Développement et promotion des ressources animales et halieutiques dans le district. Tel était le thème de cette rencontre des Jeudis du district de la vallée du Bandama. La 3e édition des collectivités territoriales se tiendra du 5 au 7 septembre prochain et ça sera au parc des expositions d'Abidjan. Le salon entend apporter des réponses à la qualité de vie des populations. Il va également accompagner l'action gouvernementale à travers la réalisation de plusieurs objectifs sociaux. Plusieurs pays sont annoncés par les organisateurs. Le reportage de Frédéric Koulaï et Sarah Téméné avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Les maires et les conseillers régionaux, premiers acteurs de développement local, se donnent encore rendez-vous pour la 3e fois au Salon des collectivités territoriales. Cette 3e édition de ce salon va se tenir du 5 au 7 septembre prochain au parc d'exposition d'Abidjan. Pour les initiateurs, il s'agit de partager leurs expériences en vue de répondre aux défis de la gouvernance territoriale. La particularité de ce salon, c'est qu'on essaie de mettre en vitrine des villes qui ont réussi à faire leurs preuves à l'international. On a convié la ville de Tokyo comme mégalopole pour pouvoir partager sa vision de réussite qu'ils ont avec les collectivités ivoiriennes. On a aussi invité les villes secondaires parce que malheureusement, la décentralisation n'étant pas totalement effective en Côte d'Ivoire, il n'y a que Abidjan aujourd'hui qui arrive à tenir plus ou moins sur le volet financier. Donc on veut que la ville de Bordeaux puisse venir donner son exemple de réussite de ville secondaire aux collectivités ivoiriennes. Aujourd'hui, nous avons des sujets bien cruciaux que nous devons attaquer. L'environnement, le dégradement au niveau climatique. Il y a aussi l'éducation. Et tous ces sujets, nous pouvons les aborder et pour partager nos expériences et pouvoir bénéficier
des expériences des uns et des autres. Conférences, expositions, rencontres B2B, le Salon des collectivités territoriales se veut une plateforme de solutions innovantes et de collaboration pour un développement harmonieux. Aujourd'hui, plus que jamais, il apparaît aux yeux de tous que c'est dans les territoires que nous devons apporter les réponses pertinentes, efficientes, pour la qualité de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'espoir sur cette 3e édition. Il est bon que les gens présentent à travers ces salons ce qui est fait de bon et de beau pour le pays. C'est par la décentralisation qu'on peut avoir le développement harmonieux. Conscients des défis du moment liés au changement climatique, à la pauvreté, les acteurs du développement local s'engagent à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la politique sociale et durable. 2374 sociétaires du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida verront se partager la somme de 255 millions de francs CFA. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse par le premier responsable de l'organisme de gestion collective des droits d'auteur. La précision porte sur le droit d'auteur du premier trimestre 2024. On retrouve Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. Les droits de répartition des sociétaires du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, comptant pour le premier trimestre de l'année, sont disponibles depuis le 15 juin dernier. Pour ce premier trimestre, ne sont concernés par ces droits d'auteur que les membres du Burida exerçant dans le domaine de la création musicale. Ce sont des droits d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Parmi les bénéficiaires, il y a Bleu Brigitte, il y a José, il y a Mewe, il y a Tamsi, il y a Didibé. Il y a VDA, David Taïro, Serge Beno, Kajin, Maël Isaac, KS Bloom, vous voyez, Safarel Obiang, Constance Morija, Afou Keita, ainsi de suite. Les listes seront disponibles sur les plateformes du Burida. Ne sont affichées que les listes de ceux qui bénéficient du SMIC. Les droits classiques et les droits en attente de déclaration sont les deux classes de répartition concernées par ces droits. Nous répartissons aujourd'hui les droits exploités en janvier, février et mars. Nous répartissons également les droits en attente de déclaration. Les droits en attente de déclaration sont les œuvres qui sont venues sur des programmes, mais pour lesquels nous n'avions pas d'informations. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur invite les créateurs à déclarer leurs œuvres afin de pouvoir bénéficier des droits d'auteur afférents. Ce sont au total 2374 bénéficiaires, dont 1860 hommes et 514 femmes, qui sont appelés à la caisse. Vive les vacances et vive Ouzo. Hier, c'était le top départ de la première manche des éliminatoires. Au Palais de la Culture de Trècheville, 4 groupes étaient en attraction. Une première manche remportée par la nouvelle génération de Danané, Sarah Temene, Abidi Rasouba. C'est l'émission culte des vacances chez les tout-petits, Ouzo Vacances. Lorsque Tata Naomi donne le top départ de cette édition, c'est l'extase. La salle est comble, la joie est totale. Les enfants ne cachent pas leurs émotions. Je suis quittée à Toulouse pour venir à Ouzo. C'est juste que je m'amuse. Depuis 7 heures, nous sommes là. Mais on tient le coup avec l'ambiance, avec le show. Tout est bien, on s'amuse bien. C'est vraiment une très belle émission de vacances. Pour cette manche, 4 groupes étant en compétition. Des playbacks en passant par les contes et les danses du terroir, les différents groupes ont fait montre de leur savoir-faire. « 17h30, lorsque le verdict tombe, c'est la joie pour la nouvelle génération de Danané qui remporte cette manche. J'étais venue pour personne à la base et je suis venue, j'ai vu une équipe d'Anne quelque chose là et franchement ils ont été magnifiques. Nous avons supporté Botro, mais malheureusement ça n'a pas marché. Donc à l'année prochaine nous sommes sûrs que nous allons gagner. Tata Naomi, présentatrice de cette émission, nous confie ses sentiments à l'issue de cette manche. C'est vrai que les premières manches sont un peu difficiles, vu que les enfants n'ont pas eu beaucoup de temps après les présélections de pouvoir s'apprêter. Mais c'est sûr que pour la deuxième manche et pour les autres manches à venir, le niveau va encore monter.
Et puis féliciter Danane qui a su tirer son épingle du jeu, qui va se retrouver en finale. Il nous reste encore 4 autres finalistes à pouvoir piocher dans les 4 manches éliminatoires qui arrivent. Wozo Vacances 2024 se poursuit pour le bonheur de tout petit. La seconde manche est prévue pour le mercredi 11 juillet 2024 au Palais de la Culture de Treichville. Dans l'actualité hors de nos frontières, la campagne présidentielle aux États-Unis se poursuit avec notamment la lutte de Joe Biden pour maintenir sa candidature après son débat très décevant et inquiétant de la semaine dernière face à Donald Trump. Le camp démocrate s'interroge à voix haute sur l'opportunité de changer de candidat. Le président de 81 ans a bien conscience des doutes sur sa capacité à aller au bout, mais n'a pas l'intention de se retirer. Et on ouvre la page des sports. Salif Ouattara est avec nous. Il nous donnera des noms de futurs adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Bonjour Salif. Bonjour Abdoulaye. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme adversaire pour la prochaine CAN? On a hérité de la poule G. D'accord. Déjà, c'est ça l'information la plus cruciale. On a la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad qui sont les adversaires de la Côte d'Ivoire dans cette poule. D'accord. Alors, quelle analyse peut-on faire de ces adversaires, des éléphants? Déjà, quand on observe cette poule, il faut le dire clairement, c'est la Zambie qui apparaît depuis quelques saisons quand même comme la bête noire de la Côte d'Ivoire au niveau des équipes qu'on peut considérer comme outsiders. Donc il y a cette Zambie-là avec Patson Daka qui est assez revanchard puisqu'il n'a pas encore digéré cette défaite en 2021 lors des éliminatoires. Oui. Et puis il y a Avram Grant qui est le sélectionneur également de cette équipe depuis l'ancien coach de Chelsea, on va le rappeler. Coach de Chelsea et qui veut, pourquoi pas, forcément mettre sur sa tête et tout son potentiel, ce trophée de la CAN tant convoité par toutes les nations. Donc je dirais qu'il y a des ambitieux dans cette poule, comme le Tchad, qui est, c'est vrai, une petite nation, mais qui a aussi du potentiel. Il y a pas mal de choses qui ont été faites là-bas, comme au Mali récemment avec l'académie Jamaguiou. Donc il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là. La Sierra Leone, c'est un pays anglophone qui est beaucoup adossé au Nigeria, au Super Eagles. Donc il faudra attendre aussi une Sierra Leone qui vient avec des arguments offensifs à ne pas négliger. Alors, David Expert, quelles sont les chances des éléphants de Côte d'Ivoire de sortir de cette poule-là? Je dirais que les chances, on peut les estimer à 80%. L'équipe ivoirienne s'est rajeunie, c'est vrai. Elle a un sélectionneur qui s'appelle Faye Mers, qui a remporté cette CAN déjà. Donc, à domicile. À domicile, il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de positifs dans ce groupe-là qui a évolué déjà dans des conditions difficiles. Ils ont connu les difficultés, vous avez été témoin de cette CAN, ils les ont connues ensemble. Après, ils ont connu le bonheur ensemble. Il y a toute une histoire, il y a des liens qui se sont créés. Donc, je veux dire que fondamentalement, cette équipe a beaucoup de chances de pouvoir être du côté du Maroc en 2025. Alors, vous allez rappeler pour nos téléspectateurs qui nous regardent les différents adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire avant de nous quitter. La Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Merci Salif, on se dit au revoir et on se dit à très vite pour d'autres sessions d'informations sportives sur RTI 1. À très vite. Merci. Merci et voilà qui referme ce journal. Ne manquez pas le rendez-vous de 20h sur RTI 1. Quant à moi, je vous dis à très vite.